Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 15 octobre 2025. Le mercure a quelque peu baissé depuis ce matin au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ces derniers jours, l'institution en charge de l'organisation des élections a fait objet de grande attention dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle d'avril 2026. Oui, hier minuit, on a bouclé la boucle avec 5 duos de candidature dans une ambiance quelque peu chaleureuse du côté des démocrates qui ont tenu en haleine l'opinion publique. On fait le bilan de toute cette opération de dépôt des dossiers de candidature avec un commentaire sur les qualités ou non du juge qui a abrité l'affaire, arbitré, l'affaire du formulaire de parrainage réclamé et obtenu par le député Michel Sodjinou. Cette affaire continue de faire grand bruit sur la toile et met en difficulté le parti de l'opposition, les démocrates. On verra ce qu'en disent Romuald Roui et Gracien Makoko. Romuald, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab Ali Para. Bonsoir donc aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes journaliste et ce soir vous êtes en face de Gracien Makoko. Il est juriste et écrivain. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Para. Je salue les fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous avez suivi avec nous un peu l'évolution des choses au niveau de la Sénat. Les portes et le registre ont été ouverts, pour ne pas dire, oui, ont été ouverts le 10, c'était le vendredi dernier. Comment vous avez suivi le début et la fin de cette opération? Bon, je pense que globalement, les choses se sont déroulées comme ça a été toujours le cas, puisqu'il n'y a pas d'incidence majeure. Seulement qu'au niveau du parti Les Démocrates, il y a du moins une petite surprise qui est du fait que ce parti, après avoir déposé le dossier de son duo, a reçu la notification de la part de la Commission électorale nationale autonome comme quoi il y a encore des choses à compléter. Donc c'est plutôt l'élément qui est le plus déterminant, l'élément qui est l'élément le plus nouveau dans toute cette procédure devant la Sénat. Donc de toutes les manières, on se dit quand même qu'il n'y a pas eu de bruit. On a eu droit à beaucoup de discours de la part de certains candidats, notamment du ministre Romia Wadani, également du candidat du Parti Les Démocrates. On a vu M. Paul Hunkpé, le grand candidat des Forces Corées pour un Bénin émergent, et les allocutions, c'est plein de promesses et beaucoup d'attentes qui ont été vraiment en instance d'être comblées. Ce qu'on se dit, c'est que il y a aussi les cas d'insolites. Il y a quelques cas d'insolites qu'on a pu observer. L'ambiance globalement est festive, sauf que pour le Parti Les Démocrates, vraiment, l'interrogation demeure. L'interrogation demeure, oui. On a eu, je dirais, plusieurs duos de candidatures. Quelle lecture vous faites, je dirais, de cet appétit que les gens ont eu pour le poste présidentiel? Très bien. Je voudrais d'abord saluer quand même le dispositif mis en place par la Commission électorale nationale autonome. Il faut quand même avouer que la Commission électorale nationale autonome tient son calendrier, tient donc son chronogramme. Vous avez vu précédemment que la phase de délivrance des parrainages s'est bien déroulée. Et donc, véritablement, aujourd'hui, on en vient maintenant à cette phase de déclaration de candidature. 5 duos au total. On pourrait déjà voir qu'il y a quand même des hommes et femmes du Bénin qui voudraient quand même apporter de leur compétences, de leur expertise pour l'évolution donc du pays. Et donc, vous avez des candidatures indépendantes. Vous avez également des candidatures portées par des partis politiques. Quand vous prenez, bien évidemment, le parti Les Démocrates, c'est une candidature portée par le parti Les Démocrates. Quand vous prenez Paul Hunkpé, la Force Corée pour un Bénin émergent, vous avez Romia Wadani porté par 4 partis politiques de la mouvance présidentielle. Et donc, ce sont des candidatures portées par des partis politiques. Mais il y a des indépendants. Même si, par exemple, la jeunesse, celui-là qui a dit qu'il est le président de la jeunesse nationale du Bénin, donc Prince Anatole Ouinsavi et sa colistière Agathe Bello. C'est une candidature indépendante quand on sait que même s'il déclare qu'il fait partie de la mouvance présidentielle sans dire qu'il est membre de tel parti politique, encore que là, la mouvance présidentielle a choisi son candidat déjà, et donc vous imaginez que ce duo, par exemple, c'est une candidature indépendante. Vous prenez Elisabeth Agbosaga qui n'est pas inconnue du grand public, en tout cas du paysage politique de notre pays. Elisabeth Agbosaga avec son colistier Jinsare, je ne sais pas si je prononce bien, et donc qui
également une candidature indépendante qui porte la voix des femmes. Parce qu'elle a dit très clairement qu'elle a postulé pour pouvoir quand même représenter les femmes. On peut dire qu'on a des candidatures dans des candidatures, hein, parce que ces dossiers sont, je dirais, multiformes au niveau de la Sénat. Oui, comme l'a dit un ancien secrétaire général des Nations, chaque État a une seule voix. Les voix se comptent, mais les voix se pèsent aussi. Quand on observe un peu ce qui se passe, le profil personnel de chaque élément du duo, des candidats, on se voit quand même que, comme les gens ont l'habitude de le dire généralement, il y a quand même ce qu'on peut appeler les vrais candidats au regard du parcours, au regard de l'atout et au regard du soutien politique, et aussi ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent s'afficher ou être appréhendés comme étant des gens qui n'ont pas suffisamment d'ancrage politique au point d'ébranler ceux qui sont en face d'eux. Donc je pense qu'il y a cette distinction qu'on pourra effectuer. C'est vrai que les jeux électoraux, s'ils ne sont pas des paris à d'avance, mais on peut quand même déjà dire qu'il y a une sorte de catégorisation à effectuer au niveau de ces différents duos qu'on a eu, on a vu au niveau de la Sénat. D'accord. Oui, alors il y a, comme je le disais, des candidatures, dans des candidatures, vous avez cité ces candidatures indépendantes. Il y a un élément fondamental sur lequel on va revenir concernant d'abord les démocrates, mais il y a qu'au niveau de ces candidats indépendants, on se pose la question, est-ce que cette pièce maîtresse qui fait grand bruit un peu partout là, ils en sont, je dirais, détenteurs finalement, ces duos de candidats? En tout cas, au regard de ce que nous avons lu et nous avons entendu aussi, vous voyez, quand vous prenez le duo Ouinsavi Bello par exemple, pas de candidat, pas de parrainage. D'accord. Pas du tout de parrainage. Quand vous prenez le duo donc Elisabeth Agbosaga et Beto Jinsare par exemple, j'ai vu ou j'ai entendu dire que elle a quand même reçu quelques parrainages, donc 5 parrainages. Vous imaginez sur combien de parrainages? 28, en tout cas selon le pourcentage également de la circonscription, des circonscriptions électorales et tout ça. De toute façon, ça ne fera pas le poids donc de ce qui est attendu véritablement. Vous voyez que la force Corée.Bénin émergent près d'une trentaine de parrainages et puis près d'une centaine de parrainages pour Romuald Ouadani, pendant que les démocrates 28 dont une fiche de parrainage a été invalidée. Au regard de ce que vous savez, on abordera cela. Effectivement, ceux-là qui se présument de la mouvance présidentielle, on pourra dire que ce sont des ambitions qui n'ont pas voulu être sacrifiées. Parce qu'en réalité, la mouvance présidentielle, on connaît le candidat, le duo de la mouvance présidentielle, et que quand vous... Mais la mouvance est peut-être plurielle et on a voulu manifester cette pluralité d'une manière ou d'une autre. Il semble que j'ai lu qu'on devrait rentrer dans les rangs quand vous êtes de la mouvance. Et ces personnalités n'ont pas voulu peut-être rentrer dans les rangs. Elles ont voulu donc exprimer de vive voix. Mais est-ce que c'est pas une façon de dire, bon, nous faisons partie de la mouvance et une fois le dossier rejeté, on ira s'aligner, se mettre maintenant clairement dans les rangs? Ah ben, c'est un manque de discipline. Parce que si c'est maintenant vous allez rentrer dans les rangs, après le rejet, alors que vous connaissez bien les critères. Ce n'est pas que vous ne savez pas les critères. Vous savez que comment on interprète ça quand vous savez qu'il y a des pièces maîtresses incontournables qui sont exigées par la loi au niveau de la Sénat et que vous allez déposer, sachant fièrement, n'est-ce pas, que vous ne possédez pas toutes ces pièces. On interprète, je dirais, ce comportement ou cette attitude comment? Comme on le dit, généralement sur le terrain électoral, le vote positif et le vote négatif sont des expressions de suffrage. L'abstention est aussi un mode d'expression de suffrage et c'est pareil. Lorsqu'on voit ces différents cas de candidature indépendante dans un contexte de parrainage où le parrainage est une des pièces maîtresses fondamentales, là il faut faire attention et ne pas observer cela comme étant simplement une volonté d'amuser la galerie. Peut-être que derrière, il y a une leçon importante de démocratie à relever. On se souvient de 2021 où M. Ganiou Soglo, qui n'avait pas eu la possibilité de se faire parrainer, a quand même décidé d'aller déposer sa candidature sur la base de l'ancienne constitution de 90 dans sa forme non révisée. Donc, ces comportements-là, au-delà du caractère insolite, quand même traduit quelques idées, quelques volontés, peut-être de volonté de résistance. Résistance à la dynamique en cours, résistance vis-à-vis des réformes
réformes en cours. Donc, c'est aussi cela qui m'amène à dire que vraiment, ces candidatures indépendantes que nous voyons aussi, on peut avoir le recul nécessaire pour les appréhender aussi dans ce sens. Surtout celle qui nous dit qu'elle porte la voix des femmes, encore que la Commission elle-même a porté la voix des femmes et que, bon, rien n'a empêché. Déjà, dans le duo de la mouvance présidentielle, il y a une femme qui est là. Je ne sais pas si, en tant que vice-présidente de la République, on peut porter moins la voix des femmes que quand on est... Donc, il y a toutes ces questions-là. D'accord. Et donc, je dis que ce ne sont pas forcément des actes qui sont d'un niveau banal. Il faut peut-être regarder... Pensez-vous comme certains que c'est juste pour faire le buzz, genre aller se faire connaître et espérer que vraiment on puisse compter avec eux pendant la campagne? C'est une possibilité, tout est possible, mais en tout cas cette illustration donnée par Gratien montre combien de fois, en fait l'illustration concernant Ganiou Soglo montre combien de fois vous pouvez aller à la Commission électorale nationale autonome déposer votre dossier de candidature pour pouvoir faire passer un message. Ganiou Soglo a voulu faire passer un message en son temps. Voilà, donc on pourrait dire que peut-être que Agbo Saga et puis Oumoué Savi ont voulu également dire que nous avons des ambitions, vous auriez pu quand même tenir compte de nos ambitions également pour pouvoir faire chose, pour pouvoir bien évidemment, je ne sais pas, avoir des candidats à la candidature. Toujours est-il que c'est un message, il ne faut pas le prendre de façon banale. Certainement, ils avaient des messages à passer et ils ont passé des messages. Quand vous entendez par exemple leur déclaration au thème donc des formalités faites au niveau des services de la Sénat, vous entendez par exemple Ouinsavi qui dit qu'il y a un problème de social qui s'oppose ces 9 dernières années et que lui, depuis 21 ans, il est sur le terrain social et qu'il voudrait apporter quelque chose par rapport à ce volet-là. Vous entendez quand même Agbo Saga qui parle des femmes et qui parle également de développement. Vous voyez? Et donc, c'est ce message qu'on est allé. D'accord. Il n'y a que le parti Les Démocrates est parvenu à déposer lui aussi son dossier au niveau de la Sénat, Gracia Makoko. Oui, c'est ça. Bon, c'est plutôt un dépôt problématique. Ah bon? Puisque en quoi c'est problématique? Il y a une décision de justice quand même qui est en train de faire perdre un bras à ce parti politique-là parce qu'il faut 8 parrains pour valider sa candidature. Et là, on est en train d'entrer dans une situation où le parti Les Démocrates risque de ne pas avoir le nombre nécessaire de parrains qu'il faut pour valider le dossier du duo. Donc ça, c'est un problème fondamental. Et lorsque moi, j'ai à titre personnel retrouvé cette décision-là, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est le fait que la Sénat se retrouve dans la liste des défendeurs. Donc, dans la liste des partis au procès. D'accord. Ça a été le premier élément qui m'a frappé. Puisque quand vous prenez la décision, il est dit demandeur, et c'est le nom de l'honorable qui a été mentionné. Après, on parle de demandeur, on parle de défendeur, et on parle du président Boniaï, du parti Les Démocrates, et après de la Commission électorale nationale autonome. Je me suis posé la question, mais pourquoi la Sénat? Pour bien chercher la Sénat dedans. La Sénat, c'est comme si votre père vous donne le petit déjeuner, d'accord, et en cours de chemin, un bandit prend d'assaut le petit déjeuner, et que pour demander justice maintenant, vous playez au niveau de la justice en convoquant non seulement le bandit, mais aussi le père. Mais je pense que le père il a fait son devoir. La Sénat a délivré la fiche nominative de parrainage, d'accord, de manière régulière. Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas d'erreur matérielle. Je ne sais pas pourquoi la Sénat devrait se retrouver sur le banc des accusés. Et quand on lit et un peu la motivation du juge, et on va jusqu'au fond, on peut subtilement, et ça ce n'est pas forcément quelque chose d'objectif, mais sur le plan de la stratégie, je ne dis pas que le juge est dans la stratégie, mais on peut justifier cela, parce que vous savez, lorsque vous regardez les règles de procédure au Bénin ici, si par exemple tous les défendeurs étaient absents, ça veut dire que le juge des référés ne pourra pas statuer, parce que la procédure ne va pas être réputée contradictoire. D'accord. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est peut-être à cause de cela que le député demandeur de l'action a été habile en inscrivant la Sénat dans la liste
comment on appelle, des défendeurs, de sorte que même si le président Boniaï arrive à être absent, même si le parti Les Démocrates n'arrive pas à envoyer un représentant, le procès va pourtant quand même avoir lieu. Donc c'est comme s'il y a de stratagèmes, je ne le dis pas du côté de la justice, mais peut-être du plaignant. Donc c'est quand même assez curieux. L'autre chose, c'est cette volonté du juge, d'accord, à vouloir coûte que la fiche nominative de parrainage puisse revenir au titulaire. D'accord, on va revenir pour voir votre interprétation de ce souhait, dois-je dire, du juge qui veut que la fiche puisse revenir au titulaire. Vous en faites quelle lecture? Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a suffisamment agité un peu les journées du 13 et même la journée du 14, donc le lundi et mardi dans la vie politique du parti les démocrates. Comment vous avez accueilli ça? Sinon, comment vous appréciez cela? C'est énormément surprenant et franchement, quand vous commentez l'actualité depuis quand même plus d'une dizaine d'années et vous vous retrouvez dans une situation pareille, franchement, parfois vous pouvez quand même être très désolé de ce qui se passe parce que en réalité, moi, quand je vois un peu ce qui s'est passé lors de cette phase d'enregistrement de candidature, et je pressens qu'il y aurait une fête électorale donc pour les élections générales à venir. Mais franchement, je trouve que cette fête peut-être sera un peu plus amère quand on sait que, bon, voilà, si on en arrive à écarter certains partis politiques. Parce qu'en réalité, c'est vrai, vous savez, il y a quand même une jurisprudence qui existe. On a déjà connu l'affaire donc, du député Soui, déjà, où il a été dit très clairement que la fiche de parrainage appartient donc au parti politique. D'accord? Ça a évolué entre-temps, effectivement, ça a évolué entre-temps, c'est vrai. Mais quand vous voyez un peu un certain nombre de faits, quand vous prenez par exemple le député qui a de façon volontaire déposé sa fiche de parrainage au président du parti, je ne crois pas que après le député, même en se plaignant, qu'il puisse dire que c'est avec contrainte qu'il a déposé sa fiche de parrainage. D'accord. Soit, après bien évidemment, il a voulu rentrer en possession de cette fiche de parrainage-là. Mais je trouve que effectivement, il a quand même cette opportunité de dire je ne parraine pas cette personne. Vous comprenez? Mais quand ça intervient à quelques heures seulement du dépôt ou dans cette période où on doit déposer les dossiers, moi je me pose énormément de questions. Je me dis, est-ce que l'abus n'a pas commencé? Parce que justement, c'est un problème. On viendra pour voir, je dirais, cette proximité, puisqu'on était aux dernières minutes, pour ne pas dire aux dernières heures. Est-ce qu'on peut parler d'abus? Est-ce qu'on peut parler de liberté et autres? Vous avez une seconde analyse de ce souhait du juge de remettre au député Michel Sodino de rentrer en possession de son formulaire de parrainage? Oui, vous savez, on n'a pas la science infuse, mais à la lecture de cette décision de juge, moi, j'ai pu relever que, en principe, le juge devrait se déclarer incompétent. Il devrait se déclarer incompétent parce que le juge des référés, par principe, c'est un juge qui prend un acte, d'accord, dans le but de prendre des mesures conservatoires, d'accord, des mesures provisoires. C'est un juge qui ne s'intéresse pas au fond du dossier. Mais on a constaté quand même que le juge est allé au fond jusqu'à décider de l'opportunité, de la validité de l'acte de parrainage qui se retrouve dans la main du président du parti Les Démocrates. C'est une erreur grave. Et je pense que l'incompétence du juge à laquelle je fais allusion, d'accord, elle se justifie non seulement en raison de l'étendue restreinte de ses propres pouvoirs, mais également du fait que la matière contentieuse en question relève d'un domaine de compétence réservé de la Cour constitutionnelle. Je veux parler de la matière électorale. D'abord, pour ce qui est de la limitation de ces compétences, vous savez que l'activité judiciaire a généralement 3 composantes. Il y a l'instruction, il y a la décision et il y a l'exécution de la décision. Le juge des référés, parce qu'il est dans une procédure d'urgence, n'a pas le temps de faire des enquêtes approfondies. Donc, il n'est pas un juge d'instruction. Il n'est pas non plus un juge de décision parce que l'ordonnance du juge des référés n'est pas décisoire. Ce n'est donc pas une décision définitive qui peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée dont on peut s'en prévaloir.
Et après cela, il n'est pas un juge de l'exécution. En droit béninois, il y a un seul cas où il est permis au juge de référer, de prendre des décisions en matière d'exécution de la justice. C'est dans les matières qui relèvent de l'acte uniforme de loi d'art portant organisation des procédures de simplification de recouvrement et des voies d'exécution. Donc, il va sans dire que à ce niveau-là, puisqu'il s'est fait juge de l'exécution, en disant que, d'accord, je veux quand même que les droits politiques de l'honorable soient conservés, mais à enjoindre à l'autorité administrative autonome, à savoir la Sénat, de procéder à l'exécution, quoique provisoire, de la décision. Ce qui se fait juge de l'exécution, ce qui n'est pas dans cette matière électorale-là. Au-delà de cela, j'ai parlé de compétences réservées de la Cour constitutionnelle dans la matière. Et en le disant, ce n'est pas sans égard pour la décision du 17 février 2021 que la Cour a rendue en disant que oui, le juge judiciaire peut évaluer un peu l'authenticité des actes de parrainage en lien avec les effets que ça peut avoir dans le domaine répressif. En réalité, la Cour était dans une démarche d'humilité pour dire simplement que le fait que je sois un juge à compétence exclusive dans la matière électorale ne va pas quand même faire obstacle aux poursuites pénales. Lorsque le parrainage est obtenu par des moyens frauduleux, lorsque les gens se font auteur de faux et usage de faux en écriture. C'est ce qu'il faut comprendre. C'était l'objectif même de la décision. De février. Le juge n'a pas dit, le juge constitutionnel ne disait pas que quelqu'un dans la matière électorale, dans le contentieux électoral, quelqu'un pourra le concurrencer. Il va sans dire que la Cour constitutionnelle du Bénin ne demeure pas ou n'est pas un des juges électoraux du Bénin, il est le seul juge électoral. Vous pensez que de cette interprétation, on peut déduire donc que le juge du tribunal de première instance de Cotonou, en tout cas qui a rendu la décision, n'est pas qualifié, pour ne pas dire n'a pas qualité, n'est-ce pas, à se prononcer sur cette affaire, c'est ça? Tout à fait. J'ai dit que l'objectif du juge des référés dans cette matière, c'est de prendre des mesures provisoires. Quand on parle de mesures provisoires, ça peut être une injonction, et ça doit concerner simplement, puisque le juge dans sa motivation a dit la rétention, de la fiche nominative de parrainage, par le président du parti Les Démocrates, n'est pas quelque chose qui est régulier. Ça voudra dire simplement que le problème, ce n'est pas par rapport à la qualité même de l'acte. Ce n'est pas par rapport à la validité de l'acte. On dit que l'acte là, on peut l'invalider, on peut l'annuler. C'est par rapport même, comment on appelle, au fait que l'acte soit détenu, contre la volonté du député. C'est ce qui a été dans la décision. Donc peut-on parler vraiment de détenir le formulaire de parrainage contre la volonté du député, quand on a bien vu sur les images la façon dont les députés, pour ne pas dire les élus du parti Les Démocrates, sont allés au niveau de la Sénat en groupe pour retirer leur parrainage, et pourquoi pas en groupe encore aller déposer ce même parrainage au niveau du président du parti. C'est pourquoi je disais précédemment qu'il n'y avait pas eu une contrainte. Doit-on considérer, alors s'il n'y a pas contrainte à ce niveau par rapport en tout cas à ce qu'on a vu à travers les images, doit-on considérer qu'à l'interne ou à un niveau donné, il y a eu pression, peut-être qu'on a fait pression sur les députés et que Sodjinou n'a été que le seul à avoir le courage de dire que vraiment nous étions sous pression. Heureusement que vous avez dit peut-être, parce que nous n'avons... Oui, on est au conditionnel. Justement, même moi je ne voudrais pas utiliser votre conditionnel. Et donc, puisque moi je n'ai pas les preuves de ce que, et il n'y a pas eu d'autres députés qui ont quand même exprimé, parce que nous avons entendu ces derniers jours, nous avons entendu, mis à part Michel Sodjinou, nous avons entendu quand même Éric Ndété, qui, en tout cas j'ai vu un de ses écrits par rapport à l'organisation du Conseil national, mais il ne s'est pas référé au fait qu'il y a peut-être une pression qui a été faite pour pouvoir déposer donc au niveau de la coordination nationale du parti Les Démocrates la fiche de parrainage. Donc jusque là, moi je voudrais également, parce que c'est la ligne un peu de défense aujourd'hui du parti Les Démocrates, le parti qui compte aux dernières nouvelles saisir la Cour constitutionnelle demain, si tout va bien évidemment, pour pouvoir quand même formuler ce recours là par rapport donc à l'invalidation de cette fiche de parrainage du député Michel Sodjinou. La ligne de défense, je crois que l'une
C'est de partir du fait que le tribunal de première instance n'a pas qualité. Le contentieux électoral relève bien évidemment de la Cour constitutionnelle. Et quand on parle de parrainage qui entre en ligne de compte déjà de la constitution du dossier de candidature qui pourrait on est déjà sur le terrain des élections pour ne pas dire le terrain électoral. Exactement. Et donc la Cour constitutionnelle a qualité exclusivement de pouvoir traiter de ces questions. Et je crois que à entendre ce que Gratien a dit, l'interprétation qu'il a dit au regard quand même d'un certain nombre de compétences juridiques qu'il a, j'estime que effectivement on pourrait peut-être, parce que c'est aller très vite. Quand on demande par exemple, quand il y a résistance, je ne sais pas à quel moment le député a demandé à rentrer en possession de sa fiche de parrainage et ne l'a pas eu. Et la deuxième chose, on dit en cas de résistance, la décision est sortie, d'accord, récemment. On dit en cas de résistance, la Sénat délivre. Ben, je ne sais pas si après la décision, il y a une demande donc de la fiche de parrainage et que le parti, les démocrates, a résisté. Et puis la Sénat est partie délivrer une autre, un duplicateur à la limite. Une autre fiche pour que un autre formulaire en annulation, donc je dirais de l'original qui avait déjà été délivré. Voilà. Vous voyez, donc c'est allé très vite et je me demande qu'est-ce qui presse. Alors on se demande pourquoi, je dirais automatiquement, parce qu'on était, je dirais, sous pression, ou bien la Sénat ne doit pas voir les choses, pardon, la Cour constitutionnelle ne doit pas voir les choses ainsi, quand par exemple une institution, fût-elle juridique, joue son rôle. On est sur le terrain, je dirais, politique, certes, mais on est sur le terrain électoral et le juge du contentieux électoral, c'est bien entendu la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle, mais une autre institution, notamment le tribunal de première instance de Cotonou, vient jouer en quelque sorte son rôle. Est-ce que la Cour ne devrait pas elle-même s'auto-saisir et réagir automatiquement du fait que ses prérogatives semblent aller se retrouver de l'autre côté, ou en tout cas quelqu'un s'est peut-être trompé d'action? Oui, c'est vrai, puisque le pouvoir d'autosaisine par la Cour constitutionnelle, c'est une prérogative de la juridiction. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. La Cour attend peut-être que les gens se plaignent à elle. Donc, sur ce fait, c'est ce que je peux dire. Il y a dépassement de compétences de la part du juge des référés. C'est une juridiction présidentielle parce que généralement, quand on parle de juge des référés, c'est le président d'une juridiction qui siège, c'est que c'est un juge unique qui prend les décisions. Mais ce que je voudrais dire par rapport au conditionnel que vous avez utilisé, et je voudrais dire même qu'il n'y a pas de pression. Et on a même la preuve que le fait que l'honorable député a remis sa fiche de parrainage au président du parti Les Démocrates, il n'y avait pas eu de pression. Il ne l'a pas fait sur une sorte de pression. Et on a les preuves. La preuve se trouve même dans la décision rendue par le juge des référés. Parce qu'il est dit, le juge l'a rappelé dans sa décision, que l'honorable en question soutient qu'il a remis sa fiche de parrainage pour quand même honorer une sorte de cohésion de groupe, une sorte de discipline de groupe. À partir de cet instant-là, on voit déjà la preuve qu'il y a absence de pression au moment où il remettait sa fiche de parrainage. Maintenant, lorsque on va un peu, je vais pouvoir peut-être au-delà de l'analyse juridique, voir un élément politique. Ça peut être un peu naïf. C'est comme si c'est de la stratégie politique. Et quand je parle de stratégie politique, je mets déjà le juge de côté, parce que le juge n'est pas sur le terrain politique, mais du côté de l'honorable député, parce que quand on parle de stratégie politique, c'est utiliser la loi, d'accord, ou les failles de la loi pour conduire à l'échec de l'adversaire. Et je suis en train de dire, depuis que cette décision est intervenue, depuis que la Sénat est notée au parti Les Démocrates le maintenant c'est-à-dire du 28e parrain, je suis en train de comprendre petit à petit à mon niveau pourquoi il y a eu de rapprochement entre les forces corruptes pour un Bénin émergent et l'Union progressive de renouveau. C'était comme si les états-majors des partis politiques, là nous sommes dans les hypothèses, et nous sommes en train de faire une analyse politique qui n'est pas juridique. C'est comme si les partis politiques au niveau de leurs états-majors, d'accord, avaient mis en place des stratégies politiques, d'accord, de sorte que l'honorable, on sait que bon, cette situation va avoir lieu et les démocrates ne vont pas pouvoir être, comment on appelle, faire valider leur duo. Et en ce moment-là, comme le candidat de la mouvance présidentielle ne va pas être le seul, quand même, ça va être incroyable et spectaculaire, d'accord, alors le duo des FCBE, d'accord, va pouvoir bénéficier du parrain. Certains diront que vous avez vraiment de l'imagination. Oui, ça reste quand même une analyse au regard de l'évolution de l'actualité de ce rapprochement. C'est une
jugement, hypothèse, certes, bien du entendu, parti Foscori pour pour un le Bénin citoyen émergent lambda avec qui pense les autres. vaguement. Et Oui. j'ai dit qu'il s'agit d'une analyse naïve. D'accord, on Donc, ira c'est très rapidement parce qu'on a que Bon, quelques on va- petites- c'est vrai. On se demande comment vous voyez le futur de ce parti politique au regard des élections et surtout avec le délai qui est déjà parti. Après Bon, le tous dépôt les des regards sont dossiers, tournés vers la- on dispose de 72 heures. Pensez-vous qu'on a ce peu de temps-là, on pourrait mettre ça à profit et convaincre, je dirais, ce dernier larron pour rejoindre davantage la troupe? Bon, je crois que tout peut se passer en 112 heures, véritablement, si tant est que le député peut-être revoyait, puisque au regard de ce que nous avons entendu, il demande à ce que, non, au lieu de choisir tel pour être le porte-étendard, il faut choisir tel autre. Si ce n'est que ça, peut-être on peut quand même imaginer les discussions, les négociations et s'entendre et se remettre également au juge du contentieux électoral. Merci beaucoup. Allez, on me bouscule de l'autre côté de la régie. Il y a également la diffusion qui doit prendre l'antenne. On a beaucoup de choses à dire. On suit l'actualité. Gracia Makoko, merci beaucoup. Robien Donoubi, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve en direct demain à 20h. Allez, portez-vous bien.